Très bien, et toi? Je suis Ça va ravie pas d'être mal. avec toi. Je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est Désolée super. pour ce petit décalage technologique. Il n'y a pas de J'arrivais pas à souci. t'envoyer d'invitation. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le principal, c'est qu'on soit arrivé. Voilà. Alors, je voulais te remercier. Et puis, salut Marion. Il y a Marion qui nous fait coucou. Salut Marion. Marion, c'est mon binôme développement durable, avenir de la mode à Madame Figaro. C'est voilà. Exactement. Voilà. Donc, on l'embrasse bien fort. Je voulais Ouais. juste d'abord que tu te présentes en quelques mots pour. Alors moi, je suis journaliste pigiste, c'est-à-dire indépendante. Je travaille pour plusieurs titres, Art et Décoration, Le Parisien Week-end et Madame Figaro, essentiellement sur des sujets de savoir-faire et de développement durable, Parfait. dans la mode, dans le design, un peu dans tous les domaines. Et pour Madame Figaro, c'est vrai qu'avec Marion Dupuis, on travaille beaucoup sur les sujets de développement durable dans la mode. Voilà. Super, merci. Alors, c'est un Insta Live numéro 8 qui dure une demi-heure, donc on a beaucoup de sujets à traiter. Donc, on va démarrer par le vif du sujet, c'est tout ce qui est green, évidemment, Ouais. par green. Et je voulais avoir ton avis sur l'impact de cette crise, sur les enjeux green du secteur de la mode. Comment tu vois les choses, toi? Alors, il y a évidemment un impact green sur la mode. Il y avait déjà un terreau avant la crise. J'avais fait déjà pas mal de sujets là-dessus. La mode avait été pointée du doigt comme la deuxième industrie la plus polluante, même si cette position avait été Ouais, remise en cause. elle n'a pas Ça avait été été, sourcée. ça avait été un peu un déclencheur, une prise de conscience du milieu. Il y a eu le Fashion Pact à l'automne, donc il y avait déjà un terreau. La crise, évidemment, elle va peut-être, espérons-le, accélérer l'action de la mode dans ce domaine-là, notamment sur la relocalisation des industries de la mode. Ouais, On s'est rendu compte très vite que il fallait revoir les process de fabrication quand les ateliers chinois ont été à l'arrêt, les commandes n'ont pas été livrées, pas honorées, etc. Donc les marques, les maisons se sont dit qu'il fallait peut-être rapatrier la fabrication en Europe, en France. C'est des choses qui vont sans doute être possibles parce que c'est une filière qui, avec le Covid-19, a montré qu'elle était assez résiliente, c'est-à-dire qu'elle était capable de transformer ses chaînes de ouais. production assez rapidement pour se mettre à produire des blouses, des masques. Donc, il y a eu aussi de la part de cette industrie une prise de conscience de ses capacités à rebondir, à être agile. Donc on a la convergence finalement de nouveaux besoins, enfin de besoins plus concrets en matière de relocalisation d'un secteur et finalement d'une filière qui se rend compte qu'elle peut faire autre chose que du luxe, voilà. Mm, Donc ça c'est intéressant et après tout est à construire. Hein. Moi je ouais, suis pas la pitié de la mode, mais c'est des choses intéressantes et c'est des choses très intéressantes dans le sens où elles sont aussi portées par le consommateur ouais. qui a ces temps-ci eu le temps de bien réfléchir à plein de choses, et notamment à sa garde-robe, et qui surtout, alors il y a une étude qui a été commandée par les Échos. Je reprends mes chiffres parce que je les ai pas en tête. C'est l'Institut Odoxa qui l'a Mm, réalisé. Influence les échos et radio classiques début avril et qui montrait que 9 Français sur 10 souhaitaient qu'on relocalise l'ensemble des productions, c'est-à-dire évidemment agriculture, médicaments, mais aussi la mode. Et cette étude d'accord. montre aussi que 89% d'entre eux étaient prêts à payer plus cher pour un produit made in France. Donc ça, c'est assez intéressant, Mm, sachant mm, qu'évidemment, la crise sanitaire s'accompagne d'une crise économique, qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la consommation de demain. On sait que les Français ont beaucoup épargné. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France expliquait sur France Inter que je crois que les Français avaient épargné 60 milliards d'euros, ce qui représente un plus de 50% en matière de consommation. Mais on sait aussi qu'il va y avoir énormément de chômage. Donc, comment la consommation va reprendre? Est-ce que finalement la capacité à payer plus cher un produit made in France va être réelle? On peut pas le dire. non. Donc il y a la relocalisation, il y a en matière de green, il y a aussi une prise de conscience de la surproduction de vêtements. Donc ça a été pointé du doigt avant, mais là, ça a été Armani a dit que ce Mm, rythme des collections était criminel. Donc voilà, il s'est déjà
début avril. Jean Twitou de APC a signé une lettre hier où il disait que plus que jamais, il fallait militer. Enfin, lui, il était fier de militer pour un vêtement en termes de qualité, de quantité. Donc, il y a la relocalisation, l'envie des créateurs de moins de collections, d'un rythme moins effréné et donc de moins de surproduction. Et puis, une réalité du consommateur qui, lui, s'est rendu compte pendant le confinement que finalement, il portait 4 pièces chez lui, qu'il avait peut-être pas besoin d'un dressing énorme. Et voilà. Donc, il y a une conjonction qui va faire que peut-être on va amorcer un changement concret, pas seulement de la parole, pas seulement de l'engagement un peu léger. Voilà. Ça, c'est pour la vision globale. Voilà. Toi, tu penses que ça va durer, en tout cas? Cette prise de conscience dont tu parles, est-ce que ça va durer? Alors, je peux pas dire que ça va durer. Je sais même pas si ça va vraiment commencer. Oui, il y a des gens je pense pas qu'Armani puisse revenir en arrière. APC, lui, il est déjà dans une démarche plus basique, dans le vêtement. Je peux pas dire que ça va durer. Je sais même pas si ça va exister. Je pense que tout est là pour construire une nouvelle mode et qu'après, il faut, comme me le disait Elisabeth Laville ce matin, qui est la fondatrice de l'agence Utopie, qui est vraiment une agence pionnière dans le conseil du développement durable, il va falloir être capable d'utiliser cette résilience dont on a fait preuve pendant cette crise, c'est-à-dire cette capacité à changer, à s'adapter, pour construire la mode de demain. Moi, ça, je ne peux pas dire si les gens vont le faire ou pas. Je le souhaite fortement. Je le souhaite. Excellent. Après, je pense que il y a des schémas qui vont s'installer, notamment avec des petites marques qui sont écologiques natives et qui, elles, ont ouvert des voies sans qu'on s'en rende vraiment compte. Le consommateur s'en rend pas compte. C'est des petites marques qui sont nées avec la problématique de l'environnement et qui ont construit leur business plan, leur développement commercial sur des principes finalement de respect de l'environnement, c'est-à-dire rapprocher la production, ne plus avoir de stock, fabriquer à la demande. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire on ne produit la pièce que quand il y a suffisamment de précommande pour la tout à fait. Donc on gère aussi ses stocks du coup. Voilà, une meilleure gestion des stocks et puis aussi une grosse réflexion sur le textile. Parce que la base d'un vêtement, c'est quand même le tissu. Et le tissu, il faut aussi qu'on sache d'où il vient, comment il est fabriqué. Juste avant la crise, j'avais parlé avec Thomas Uriès de 1083, qui est donc une marque de bon, ceux qui s'intéressent à la mode. Tout à fait. La connaissent, hein, il a relocalisé l'argument, enfin voilà, c'est vraiment une personne engagée et pour moi exemplaire. Lui, il travaillait sur le développement d'une technologie qui lui permettrait de recycler des fibres pour pouvoir en fait proposer un jean 100% français, c'est-à-dire avec un textile produit en France. Parce qu'on sait très bien que nous, on pourra jamais produire de coton, bon, à moins qu'on ait une crise climatique telle que les conditions climatiques le permettent. Mais voilà, donc du coup, dire que ça va s'installer, oui, en tout cas, toutes ces marques, si elles survivent à la crise, vont de toute façon installer des modèles qui sont très pérennes dans le contexte actuel, parce que ce sont des modèles agiles, pas de stock, pas de une production très proche. Ce sont des modèles agiles et on sait très bien que le monde de demain, ce monde-là dans lequel on est en train de ressortir, c'est un monde où rien ne se rassure. C'est-à-dire avant, on croyait que tous nos modèles étaient pour toujours. On a bien vu la crise sanitaire qui se double évidemment d'une crise économique. On peut très bien avoir une crise climatique. On ne sait pas ce que sera demain. Donc, il faut que les entreprises de mode soient agiles et qu'elles le soient dans le respect de l'environnement. Oui, clairement. Et pour parler dans le détail sur les enjeux des jeunes marques, puisque tu as commencé à aborder ce sujet, est-ce que tu penses qu'il y aura un impact sur la créativité? Est-ce que ça va toucher jusqu'à la créativité? La créativité, alors ces jeunes marques, on peut quand même faire le constat qu'elles sont sur des basiques, des pièces intemporelles, voilà, je dirais pas des classiques, mais alors après, je ne sais pas si ça va jouer sur leur créativité, ça va jouer en tout cas sur leur façon de communiquer.
justement, Pierre-François Lelouët, qui est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, me disait que beaucoup de marques vont pas sortir vivantes de cette crise, mais celles qui en sortiront devront être digitales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente en ligne va être incontournable. D'ailleurs, celles qui vont s'en sortir sont sans doute celles qui avaient déjà misé sur la vente en ligne. Donc, et cette vente en ligne, là, ces derniers temps, elle s'est adaptée à la crise. C'est-à-dire qu'on était moins dans un discours commercial via les newsletters, les présentations. On était plus dans un discours de communauté, de rassemblement, qui est un discours pour des marques fortes digitales, hein, comme Balzac Paris. C'est une vraie communauté. Oui, complètement. Ils ont vraiment réussi à fédérer des communautés très actives et très engagées. Et en fait, tout à fait. Ces marques, elles sont capables finalement d'accompagner leurs clients dans une crise avec des discours qui sont pas 100% commerciaux, mais qui vont être des discours presque affectifs. Ouais. Je pense aussi à une marque que t'aimes bien, qui est Make My Lemonade. Elle aussi, elle a cette capacité à communiquer différemment. Et du coup, non seulement il va falloir basculer vers le digital, mais en plus il va falloir adapter son discours, c'est-à-dire avoir un discours de réassurance, en tout cas dans les premiers temps, parce qu'acheter un vêtement en boutique aujourd'hui, ça n'apporte plus vraiment de plaisir de rentrer dans une boutique avec un essayage compliqué, une désinfection. Si tu prends pas le vêtement, il sera mis en quarantaine. Enfin, on n'aura plus de plaisir. Donc, pourquoi se déplacer? Pourquoi prendre des risques pour aller acheter un vêtement dans une boutique sans y prendre plaisir? Autant aller directement en ligne et acheter un produit. Mais même là, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui se disent, bah tiens, ce produit, il a été touché, il a été emballé. Est-ce qu'il y a eu des gants, tu vois? En fait, il y a une réassurance permanente, quoi. Dans la confiance. Il faut que les marques qui vendent en ligne, de toute façon, entretiennent un discours de confiance. Donc, c'est là que le changement va se faire. Après, te dire que ça va changer la créativité. Dans les grandes maisons, sans doute. Hein, je sais que Marion a interviewé pas mal de créateurs sur ce sujet-là. Et il y a un rapport au stock de tissus. On va réinventer les collections avec les tissus qu'on a déjà, etc. Mais sur les petites marques, je peux pas te dire si ça va booster leur créativité ou pas. Parce qu'ils ont déjà un mode de fonctionnement qui est finalement assez durable. Ils sont plus proches du stock de tissus. Donc très raisonné en fait. Oui, même par rapport au stock des vêtements, à la manière dont ils produisent, à leur sourcing, ils ont déjà une réflexion qui est effectivement plus avancée que certaines marques, tout à fait. Oui. Après, on parlait aussi des formats sur les prochains mois, par exemple sur le nombre de collections. Tu vois, est-ce que pour les jeunes marques, il n'y a pas un impact en se disant comment je peux raisonner ça, comment je peux faire en sorte de travailler mes collections? Est-ce que toi, tu vois des changements là-dessus? Alors, je pense que les collections, il y en aura moins dans les grandes maisons, ça c'est sûr. Alors, je pense que c'est difficile aussi pour un créateur de se dire qu'il y aura plus de collections, parce qu'un créateur, il crée, donc il lui faut un terrain de jeu quand même. Il fait pas. C'est important pour lui d'avoir aussi une période de création, un cadre où il va proposer des nouvelles choses. Mais peut-être que le nombre de pièces sera moins important, peut-être que les basiques reviendront dans des tissus différents, enfin voilà. Mais je pense que quand même les saisons ne vont pas disparaître, mais comme je te le dis, je ne suis pas, je ne vois pas dans une boule de cristal l'avenir de la mode. C'est sûr qu'il y aura une rationalisation. Parce qu'il y a aujourd'hui surproduction, qu'il y a eu des aberrations comme brûler des stocks de vêtements, enfin voilà. Donc je pense que la rationalisation va s'imposer, mais il faut quand même que le créateur puisse créer. C'est ça qui est amusant. Oui. Et qu'il puisse s'exprimer malgré. S'exprimer.
ouais, tout à fait, malgré des contraintes qui sont… Pour faire blanc, je vois pas où peut être l'excitation du créateur. Non, moi non plus. On est d'accord. Et, euh, et pour continuer sur cette démarche par rapport aux jeunes marques, toi, comment tu vois leur communiquer, comment on communique au sortir de la crise, quel message, comment tu parles au consommateur, comment tu le séduis à nouveau, comment tu le rassures. Bien, comme je te le disais, je pense qu'il faut le réassurer, c'est-à-dire lui dire qu'on va prendre soin de lui, hein. Je crois que le care, c'est le mot un peu Ouais, avec négligence. Je crois ça que va c'est être les de deux la mots care qui sont fashion. ces dernières semaines. Donc voilà, il faut que les marques montrent qu'elles prennent soin du consommateur en lui proposant un bon produit fait avec un bon produit bien fait. Tu vois, Pierre-François Lelouet me disait que aussi on allait avoir la dimension sociale qui allait vraiment prendre une part très Ouais. importante dans la mode. C'est-à-dire qu'on Mm. a vu que les entreprises de mode, elles devaient aussi prendre soin de leurs salariés. Elles ont dû les protéger contre ce Ouais. virus, etc. Et qu'un bon produit, c'était aussi un produit qui était fait dans les règles de l'art, bien fait, avec des gens bien traités, protégés, etc. Et Ah, au donc, sens général, au sens global, bien fait, c'est-à-dire aussi bien au niveau des engagements sociétaux, enfin sociaux, que de la matière et du savoir-faire. exactement. C'est-à-dire Mm. que on est vraiment dans la RSE, c'est-à-dire le Ouais, global, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est pas seulement l'empreinte carbone, le sourcing, c'est aussi comment on traite les gens dans une Bien marque. sûr, ouais, tout à Ça, fait. c'est important. Il y a beaucoup de marques qui mettent en avant leurs salariés. Il y a beaucoup de marques qui mettent en avant leurs fournisseurs, leurs partenaires. Bien Et ça sûr. c'est beaucoup vu pendant la crise. C'est-à-dire que, par exemple, les multimarques en ligne, Ouais. je pense à l'exception dans leur newsletter, ils ont communiqué de façon moins produit et plus en laissant la place aux créateurs. Tu vois, donc finalement, les Mm. métiers qui se cachent derrière le produit vont aussi être importants. Il faut montrer ce qui se cache derrière le vêtement, ce qu'on cachait D'accord. un peu derrière le vêtement parce que c'était pas toujours très propre. Et je pense que là, il va y avoir une grande notion de transparence. Ouais, c'est ça en fait. Le mot-clé, c'est de ce que tu dis, c'est Va de la, s'imposer dans la ouais, communication. ouais, c'est une totale transparence Et tout ça, qui, c'est vraiment de la prospective. Je peux pas te dire si non, si ça évidemment. va perdurer. On a envie que ça fonctionne comme ça. Et les petites marques ecological natives sont sur la bonne voie. Oui, oui, oui. Mais tu parlais aussi en communication de plus une communication moins orientée communauté, sur ses engagements. Mais est-ce que c'est ce qui va pour toi, avec cette nouvelle société du care, entre guillemets, perdurer sur ce côté, bah, on va laisser un peu de côté le produit et on va vous expliquer comment on travaille, comment on fonctionne, avec qui on travaille. Et c'est ce nouveau storytelling, même si j'aime pas trop ce terme, qui va prendre la parole sur le produit. Bah, le produit reste le produit. En général, tu Mm. achètes un produit d'abord parce que un vêtement notamment parce que tu le trouves beau, sexy, qui te fait. Il y a aussi quand même une dimension plaisir dans la mode qu'on ne peut pas négliger. C'est pour ça que je Ouais, pense qu'on ne pourra pas toujours vivre en achetant des basiques. Hein. Voilà. Mais du non, coup, c'est pas ce qu'on le veut. produit, il est ce qu'il est, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'achat d'un produit qui te plaît va aller de pair avec ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que ce produit te plaît, mais tu vas l'acheter s'il a été bien fait, si la marque est transparente sur ses matières, sur son sourcing, sur ses fournisseurs. Et ça, c'est intéressant. 1083 le fait vraiment très bien. On sait parfaitement où sont fabriquées Ouais. les mines, dans quelles conditions. Tout est très clair et c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas lourd de le faire, c'est faisable. Alors oui, moi c'était mon autre question, c'est-à-dire que cette transparence entre guillemets absolue va nécessiter d'être très irréprochable aussi quelque part. Et ça, c'est parfois compliqué pour certaines C'est marques. compliqué. C'est compliqué.
Être irréprochable, c'est compliqué pour tout le monde. Hein, on est d'accord. C'est un peu une politique de petit pas, c'est-à-dire que tu vas dire que tu c'est un peu ce que Balzac Paris appelle le toujours plus j'ai un trou, le TP toujours plus engagé. Ah oui, oui, toujours plus engagé, un truc comme ça, TPE, ouais, t'as raison. On n'est pas irréprochable, mais on avance. Et voilà, aujourd'hui on a fait ça, on a choisi telle matière qui est beaucoup plus, qui est moins polluante que telle autre, voilà. Et donc du coup, toujours, ça va m'énerver ça. Non, on va le retrouver, t'inquiète pas. Comme ça. Donc voilà, on n'est pas irréprochable, mais on fait au mieux. On fait au mieux. D'accord. Après, il y a quelque chose que j'ai vu se développer avant la crise et que je trouve passionnant, c'est vraiment la fabrication à la demande. C'est ce que fait par exemple, avoir quelques pièces en stock qui sont des basiques comme des bonnets, etc. Et ensuite faire des pièces que quand les précommandes sont suffisantes. Je trouve ça passionnant parce que ça donne aux vêtements une dimension de désirabilité extrême. Alors, à la commande, ça veut dire aussi en édition limitée, en série limitée, c'est-à-dire quand il n'y en a plus, c'est terminé? Alors, je pense que les marques ont la possibilité de relancer des productions sur des produits qui plaisent. Hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi attente, désir qu'on avait oublié, qu'on a retrouvé avec le confinement. Voilà. Cette frustration, hein, cette petite frustration. On a ce temps très long qu'on a connu avec le confinement. C'est aussi un apprentissage où on avait tout très vite. Je pense que tout ça va contribuer à une nouvelle philosophie de consommation et de production. Je dis une nouvelle philosophie de consommation pour ceux quand même qui en ont les moyens. Je mets toujours ces limites-là parce qu'on va sombrer là, je pense, dans une crise assez terrible économique et que ceux qui le pourront vont aller vers des produits bien faits, etc. Et puis quand même, il y aura énormément de gens qui ne pourront pas et ça c'est important. Cette crise, elle va aussi toucher le monde de la mode. Enfin, autant en termes de fréquentation des boutiques, des sites, que aussi des marques qui vont disparaître. Bien sûr, bien sûr. Oui. Il y a un enjeu économique derrière tout ça que personne n'oublie, hein, qui va être énorme. Je ne vais pas paraître, défendre un monde de gens qui ont les moyens. On sait très bien que le monde de demain, ce sera pas ça. Hein. Du coup, voilà. Il y a un monde de rêve, et puis mais il y a quand même ce monde qui se transforme, ce monde de la mode. Voilà. C'est pas un monde non plus complètement inaccessible, onirique, un monde de rêve, oui, mais c'est aussi du concret. On l'a vu avec. Oui, c'est un marché, c'est une économie. Voilà. Elle va se mettre en marche, et il faut qu'elle se remette en marche dans la bonne direction. Et toi, tu es plutôt dans les mois qui viennent. Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais les tendances de consommation selon toi, et tu vois, quand tu expliques que aller faire les magasins, ça va pour toi être pas une source forcément de grand plaisir. Est-ce que le e-commerce va continuer sa courbe? Parce que on a vu qu'en avril, il y a pas mal de e-commerce de mode qui ont plus ou moins fonctionné, on va dire. Régis Pénel de l'Exception disait qu'il y a une reprise à partir de l'annonce de la date du déconfinement, en tout cas sur son site. Les experts et à la Fédération française du prêt-à-porter féminin disent que vraiment la digitalisation est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque qui ne vendra pas en ligne ne pourra pas survivre. Moi, je me fie à leurs analyses. Hein. Je suis pas plongée dans ces marques. Donc du coup, voilà. Est-ce que le retail, est-ce que la boutique physique, c'est la fin de la boutique physique? Je n'espère pas quand même, parce que pousser la porte d'une boutique, parler avec un vendeur, être conseillé, une vendeuse, un vendeur, une vendeuse, être conseillé, c'est très plaisant.
Oui, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre le physique et le digital. Après, c'est Digital, des en tout cas, enjeux c'est différents. l'urgence pour les petites marques. Elisabeth Laville ce matin me disait qu'en Ouais, fait, contrairement à tout ce qu'on avait dit, la consommation ne reprenait pas tellement en Asie. On a beaucoup vu la boutique Hermès prise d'assaut, etc. Et que la finalement, fameuse. n'est pas très très bon. Ah oui? Euh, du coup, il faut, oui. Alors, je ne sais pas d'où elle tenait ses sources, mais les D'accord. chiffres n'étaient pas très bons en termes de reprise de la consommation dans la mode et dans le luxe. Voilà, que il y avait quand En même eu Asie. en Asie, puisque eux sont déconfinés, et dans Oui, les oui, pays oui. qui commencent à être déconfinés avant nous. Oui, tout Euh, à fait. voilà. Là, les boutiques ont réouvert hier, voire plutôt aujourd'hui, puisque en général les jours d'ouverture ça débute le mardi. Je sais pas du tout. Je pense qu'on aura des chiffres assez rapidement, mais je ne vois pas comment la fréquentation peut être importante dans les conditions sanitaires actuelles. Hmm. Oui, 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 qui sont compliqués, hein, qui sont complexes, hein. Et après, en termes de réassurance également. Euh, est-ce que on a bientôt fini, là, il est 35. Ouais. Est-ce que tu voudrais préciser ou rajouter quelque chose, peut-être aussi sur, on parlait de Made in France, de qualité, d'agilité. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder et qu'on n'aurait pas traités? Je crois pas, je m'étais fait des petites fiches. Alors, il y a tellement de choses à raconter Ouais. sur cette conversion post-crise, mais je crois on a balayé un petit peu tous les grands sujets. Voilà, je pense que le changement viendra aussi du consommateur qui en a les moyens, qui doit faire les bons choix Ouais. et qui pendant 2 mois a peut-être pu penser à ce que signifiait sa garde-robe, à ce qu'elle représentait, au fait que finalement une partie était assez inutile, qu'il y avait peut-être finalement d'autres moyens d'envisager la mode, c'est-à-dire d'avoir quelques belles pièces intemporelles, bien faites, et puis Mm. pour les grandes occasions, pour les moments d'extravagance, passer à la location. J'espère qu'il y a eu que ce temps long a permis de réfléchir à sa consommation de mode. Tu as raison. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la location, toi, tu me parlais des nouveaux formats qui te semblaient hyper intéressants, tout ce qui est seconde main, location, toute cette arrivée aussi de nouvelles formes de consommation de mode au-delà du produit neuf, en fait. Oui, alors il y a aussi il y a beaucoup de créateurs qui se sont orientés vers l'upcycling, et peut-être que cette Ouais. façon de revoir le vêtement très intéressante va aussi prendre le pas chez plus de créateurs. Alors sur les modes de consommation, il y a la location. Après, moi, j'ai fait beaucoup de sujets sur la location, mais je reste un peu perplexe parce qu'il y a des pionniers de la location qui ont disparu assez brutalement. Donc, je me dis, est-ce que ça rentre vraiment dans les attitudes de consommation? Je Mm. suis plus sûre de rien. Et puis Mm. la deuxième main. Alors moi, je crois beaucoup au marché de la deuxième main. J'ai d'ailleurs un sujet qui sort dans le Madame Figaro là-dessus dans une semaine ou deux. En revanche, Elisabeth Laville me disait ce matin, et elle a raison, que est-ce que les gens, là, après la crise, vont avoir envie d'acheter un vêtement qui a déjà été porté dans le contexte sanitaire aujourd'hui, avec cette peur d'être Moi, je pense malade. que, ouais, il y a une vraie question là-dessus, puisqu'on est dans Donc la voilà, société du care. Ouais. les sites ont cessé, enfin Vinted par exemple s'est arrêté au début du confinement pour des questions de logistique, hein, c'est que les Mm. paquets Oui, n'étaient, il y oui, avait oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. mondial entier, il y avait plus de façon d'envoyer et de réceptionner les paquets. Ça a repris. Je connais pas du tout les chiffres. Je me disais que les gens avaient fait du vide chez eux, donc ils avaient peut-être beaucoup de choses à vendre et aussi envie d'acheter peut-être. Mais voilà, là, ces modes de consommation alternatifs qui semblaient s'installer, je ne sais pas du tout comment ils vont être impactés par la crise. On Voilà. verra.
pour terminer, une follower qui parle d'émotion Et l'émotion. et l'émotion. Si Mais tu veux c'est ce que je dis. conclure sur l'émotion, c'est beau. Hein? Je disais, le mot est beau et pour Ouais. moi, il est lié au plaisir, c'est-à-dire le plaisir de pousser une porte, d'entrer dans une boutique et de tomber amoureux d'un vêtement, amoureux, amoureuse, d'être voilà, d'être séduit par ce vêtement. Donc j'espère que ça va perdurer et c'est ce que je disais dans l'entretien au début. Le créateur, il est aussi là pour créer, c'est-à-dire créer de l'émotion. Hein, donc il faut pas qu'elle disparaisse. Non, on est d'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là Ouais, sur on pourrait cette continuer. notion d'émotion, de plaisir et de créativité. Je pense qu'on a bien résumé. Merci en tout cas, Vanessa, Et pour tes merci à tous éclairages. ceux qui étaient là. Ouais. Et puis on reste en contact. Merci à tous et puis à très vite pour un prochain Insta Live. Merci. Merci beaucoup.